Sur ce même sujet, la science des autres est-elle exacte? Pour la négative, M. Grégory Saint-Michel. Vous avez la parole. Monsieur le représentant du bâtonnier, mes chers confrères, mes amis, je vous l'avoue, ce soir, j'ai honte. Mais j'ai envie de dansesse, de chantesse. J'ai envie de tournesse, de chanter des chansons de Michel Fugain. Je suis heureux. Car vous le savez, non seulement, mais je vous l'ai déjà dit, je suis surentraîné. Mais en plus, aujourd'hui, j'ai de la chance. Un bref rappel s'impose, mes chers confrères, samedi 27 octobre, tirage au sort des sujets, il est 10 h du matin, je suis tout à fait serein. Je me suis réveillé à 4h58. Le premier sujet est tiré, autant vous l'avouer, ça m'est totalement égal. Je feins un instant la compassion à l'égard de mes concurrents, puis me tourne vers Charlotte Plantin, mon contradicteur dont la main est requise pour tirer notre sujet. Angoisse. Elle semble soudain s'effondrer à sa lecture. Un malaise. Un filet de salive orne la commissure de ses lèvres. Peut-être est-ce un pain au chocolat ou une banane, Elle me regarde avec l'œil d'un petit lapin apeuré. Un peu comme ça. Oui, comme en ce moment, semblant s'excuser d'avoir commis l'irréparable. Elle se lance et bredouille. La fiance. Un sac. J'ai rien compris. Quoi? La fiente des autres est-elle intacte? Je n'ose imaginer qu'un tel sujet, directement sorti d'un esprit malade, soit posé. Monsieur le 11e secrétaire, garant du bon déroulement du tirage au sort, vole à mon secours et reprend l'énoncé du sujet en annonçant clairement: la science des autres est-elle exacte? Quelle divine surprise. Plusieurs années après mes 18 ans, le sujet annoncé justifie, a posteriori, mon choix pour un bac scientifique. Alors que j'avais finalement, au grand dam de ma mère, rejoint la fac de droit. Ainsi, le dernier concours de ma vie a pour sujet la science. Quelle ironie, quelle chance. Oui, mais, hélas, il faut admettre que le sujet, lui, n'est pas vraiment scientifique. Sans doute même, le pire, serait-il philosophique. Il le serait si le sujet se résumait à hiérarchiser les sciences afin d'en déterminer les plus pures. Il serait alors aisé de déduire de cette analyse que telle ou telle science d'autrui serait nécessairement inexacte, dès lors qu'elle ne correspondrait pas au système scientifique que l'on se donne pour référence. Le mien, autant vous le dire, est rationnel, mathématique, physique, cartésien, galiléen, newtonien. En résumé, les sciences que je vénère sont sérieuses et sont définies par le philosophe allemand Popper, son rapport avec l'inventeur de la dilatation, comme étant les sciences infalsifiables, c'est-à-dire en langage scientifique, des sciences inattaquables. Très simple, un exemple, 1 heure, 250 €, 2 heures, 500 €. Car les sciences que je vénère sont celles auxquelles je crois, et auxquelles croient d'ailleurs la plupart des non-croyants. Ainsi, si dans le cadre de ce sujet, la question était « les sciences que vous méprisez sont-elles exactes ?», la réponse serait évidente, non. Et je l'avoue, me concernant, ces sciences des autres, auxquelles je ne donne aucun crédit, sont légères. La première d'entre elles, qui ne résiste pas à l'examen et que j'avoue détester, l'astrologie. Quelle hérésie scientifique! Ainsi, nous aurions pu lire l'horoscope du New York Times en date du 11 septembre. Bélier, travail. Remettez à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Santé, sport. Vous allez vous éclater. Amour, rencontre brûlante sans lendemain. Au lieu de cela, en ce 11 septembre, les premiers lecteurs du matin lisaient « Bélier,
il était à l'honneur ce jour-là. Travail, santé, amour, atteindre les sommets ne signifie pas y rester. La seconde science, aussi navrante de bêtises, la numérologie. Je conçois toutefois, par respect aussi, que mon épouse puisse prendre prétexte de circonstances troublantes pour donner quelques crédits à cette science molle. Mais il faut la comprendre. Mon épouse a eu son bac le 12 juin, un 12-06. Son permis de conduire, un 12-06. C'est donc tout naturellement que nous nous sommes rencontrés, logiquement, chez Cyril et Flavie, lors d'un dîner organisé, un 12-06. Selon elle, aucun hasard, du déterminisme, le destin numérisé. Pourtant, si je dois être sincère, je dois avouer que la date la plus notable de notre rencontre, selon moi, n'est pas le 12-06 au soir, mais le 13-06, vers 1h du matin chez moi. Voilà qui change tout à la théorie. La troisième science que j'exècre est chinoise et vieille de 3500 ans, probablement respectable, le Feng Shui. Qui permet à l'homme de répartir les énergies dans son habitation en se fondant notamment sur l'environnement et l'orientation des meubles. Cette science séduisante propose, par exemple, de toujours mettre la porte d'entrée à un endroit donnant sur l'extérieur. On préconise de placer les escaliers plutôt entre deux étages. Voilà qui est simple, mais complaisant, terriblement ingénieux. J'ai, je l'avoue, succombé aux vertus du Feng Shui qui devait offrir à ma famille le bien-être, l'harmonie, l'ambiance zen. Hélas, ce fut tout l'inverse qui se produisit. D'abord, mon épouse a eu une colère noire lorsqu'elle s'est aperçue que j'avais collé le réfrigérateur à côté du canapé dans le salon. Elle m'a taxé d'esprit lubrique quand elle a découvert le miroir qui ornait le plafond de notre chambre. Alors que je n'inspirais qu'à augmenter le yang de cette pièce. Enfin, pourquoi aller plus avant? Il est vain de recenser toutes les pseudosciences et autres parasciences. Vous l'aurez compris, la crédulité des masses entraîne ces dernières à suivre aveuglément ces fausses sciences qui ont toutes pour point commun de reposer sur des faits invérifiables, non reproductibles, ni par l'expérience, ni par les mathématiques. Tout de même, il y a la palme de la croyance qui se veut science. Elle revient à la scientologie. Voilà des personnes qui vous soumettent à des tests de personnalité et vous informent que vous avez des problèmes. Vous ne le saviez pas. Mais rassurez-vous, monsieur Ron Hubbard, qu'il convient de ne pas confondre avec Ron Howard, le Chief Mundial de la FedEx. Monsieur Ron Hubbard, donc, qui est à la science ce que Mimi Mati est au basketball, prétend qu'il peut vous permettre d'utiliser 90% de votre intelligence quand vous n'en usez que 10. Promesse aussi inutile que malhonnête. D'abord parce que utiliser plus de 10% de mon intelligence m'interdirait toute conversation avec le sexe opposé. Ensuite, parce qu'une personne victime d'une secte qui prétend vous apprendre à utiliser pleinement votre intelligence semble aussi crédible que si Gilbert Montagnier prétendait vous apprendre la faute. Dès lors, si ces sciences de bas étage sont celles des autres, à défaut d'être les miennes, ma réponse est sans embâche, sans hésitation. Elles ne sont pas exactes, car elles s'échouent sur un écueil, ma raison. Mais alors, et nous touchons là à l'essence même de notre sujet, si dans le cas contraire, la science des autres revêt l'apparence de la responsabilité et résiste à la falsification, si la science des autres est le savoir admis, le savoir prouvé, doit-on admettre qu'il est exact? Science, du latin sciere, savoir. Si l'autre prétend savoir et que j'acquiesce à cette hypothèse, son savoir est-il nécessairement exact? A priori, sauf à se contredire, il y a une évidence, oui. Mais, mes amis, il y a le doute. Le doute est dans cette affaire, car la croyance n'empêche pas le doute. Pourtant, naturellement, nous sommes tentés par confort intellectuel d'admettre ce qui nous est présenté comme établi ou démontrer que notre expérience ne peut ou ne saurait remettre en cause. Qui aurait l'idée prétentieuse de remettre en question les théories de la relativité ou de la physique quantique? Oui, mais
Qui aurait remis en cause la science d'Hippocrate à l'apogée de sa renommée, quand ce dernier prétendait que l'utérus chez la femme était un organe vivant qui se déplaçait et provoquait des crises d'hystérie quand il arrivait au cerveau. Ainsi, si je ne suis pas professeur de médecine, et même s'il est vrai qu'il m'est souvent arrivé d'avoir du mal à localiser ce organe, jamais pourtant je n'ai cru que ce dernier se déplaçait. Car la science, comme le disait Xavier, ce qui l'arrangeait sans doute, c'est avant tout l'expérience. Cette expérience qui seule nous permet de valider ou non un dogme. À défaut de doute et d'expérimentation, l'obscurantisme nous attend, s'il n'est déjà là. Devons-nous supporter l'avantage de la pensée dogmatique et scléroser l'évolution de l'homme? Les progrès de l'humanité ne résultent-ils pas des refus des dogmes établis? Souvenez-vous, Galilée a failli perdre la vie. Il n'est pas inutile de rappeler que la science n'est que l'œuvre de l'homme, et l'homme est vaniteux, orgueilleux, et prétend souvent connaître la vérité. Or, la science n'est qu'une recherche de vérité par approximation successive. Socrate avouait volontiers qu'il ne savait qu'une chose, ne rien savoir, et méprisait la certitude, toute connaissance selon lui n'étant jamais absolue. Et nos lumières sont-elles éteintes? Elles qui revendiquaient notre liberté et préconisaient la raison pour y accéder. Kant déplorait lui aussi la lâcheté des hommes, abandonnant l'intelligence pour se muer en mineur éternel, soumis au tuteur savant, tout-puissant. La soumission, l'avilissement, comme cause et conséquence de l'absence de raisonnement. Car la liberté, c'est le doute, notre seule certitude. Si le doute est le commencement de la sagesse, c'est aussi celui de la liberté. La confiance aveugle, l'absence de doute, n'a-t-il pas précipité les moutons de Panurge dans les flots marins, les entraînant mortellement vers les abysses sombres de l'inconnu? Ce mouvement panurgien n'a-t-il pas souvent emmené les hommes à la guerre ou au crime? Une nation qui devait durer 1000 ans n'a-t-elle pas adhéré à une science exacte, dans laquelle les hommes ont commencé à mépriser les sous-hommes, puis les vivants à mépriser les morts, au nom d'un dogme accepté, une science pure qui fit de l'homme nouveau une bête? Combien de bûchers inquisitoriaux, combien de bouchers à bestiaux? La science exacte, c'est le totalitarisme pour horizon. La science exacte, c'est la fin de la raison. La science exacte, c'est la funèbre oraison de la liberté. La science exacte, c'est aussi la fin de notre profession, la mort de l'avocat. Car aucune science n'établit la vérité, aucune science ne la circonscrit. Mes chers confrères, je ne serai pas moi-même dogmatique en précisant que notre serment rappelle que nous exerçons notre profession avec indépendance. L'indépendance, c'est de défendre librement, sans se laisser guider par d'autres intérêts légitimes que ceux de nos clients ou de la justice. L'indépendance comme une armure, celle qui nous octroie l'immunité de plaidoirie, celle qui nous permet, souvent en toute conscience, de défier l'ordre établi, d'opposer la dignité au dogme imposé, la probité des convictions au discours entendu. L'indépendance, c'est de n'avoir pour seule science exacte, pour seule contrainte que la liberté et le doute, comme une infalsifiable humanité qui profite toujours à l'accusé.